Bonjour à tous. On y va? Allez, c'est parti. Je voulais juste que vous l'ayez dans la tête pour la journée. Alors, tout d'abord, évidemment, on remercie les sponsors. Sans eux, on ne serait pas là. Et on est ravis. En tout cas, moi, je suis ravie qu'il y ait autant de sponsors sur cet événement. Et puis, la nouveauté de cette année, je pense que tout le monde l'a bien compris, c'est le forum des partenaires. Donc, ça se passe en face. Et toute la journée, les après-midi, l'après-midi. Voilà. Donc, si vous voulez échanger avec eux, n'hésitez pas à faire un petit saut là-bas. Allez, on est parti. Je l'ai rajouté ce matin, c'est le seul slide que j'ai rajouté ce matin, parce que hier, j'ai entendu des petits débats sur le pain au chocolat et la chocolatine. Je savais qu'il y avait des Parisiens, je savais qu'il y avait des Toulousains qui allaient venir, des Bordelais forcément, et je me suis dit, ah celle-là, voilà. On est d'accord, c'est un pain au croissant, voilà. Allez, ce que je voulais vous dire, cette keynote, je l'ai un peu... Alors, ça fait très longtemps que j'en faisais pas, mais je l'ai un peu... j'ai voulu prendre un truc un peu à l'envers, et donc tout ce que vous allez entendre aujourd'hui est inspiré de faits réels, et souvent exagérés, amplifiés, et avec... j'ai essayé, hein, donc avec un peu d'humour. Mon objectif n'est pas vraiment de délivrer une vérité universelle absolue, mais plutôt de vous faire réfléchir, sourire, et peut-être même, de temps en temps, grincer un peu les dents. Je parle ici avec 20 ans d'accompagnement d'équipe, d'expérimentation, de plantage aussi glorieux, donc rien d'universitaire, mais juste du vécu brut et parfois un peu trop honnête. Si vous entendez des phrases, vous voyez des images un peu provocantes, comme là... Non. Le croissant, le pain au croissant. Mais sinon, oui, chocolatine. Oui. C'est normal. Prenez tout ça avec humour, un brin de recul et votre plus beau mindset agile. Je vais me présenter rapidement aussi. Ah, pardon. Voilà. Pardon. Du coup, je suis un peu émue. Et en fait, quand vous m'avez contacté pour faire cette keynote, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Philippe. D'abord parce que c'était un de mes super-héros à moi aussi, qui m'a beaucoup touchée et transformée. Et souvent, s'il y a des choses que je suis capable de faire aujourd'hui, c'est grâce à Philippe Launay. Il m'a énormément appris. Et Philippe, c'est quelqu'un, donc il nous a quittés l'année dernière, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est quelqu'un qui nous a ouvert les bras quand nous sommes arrivés à Bordeaux, mais surtout, il les a refermés. Parce que ouvrir les bras, c'est facile, mais les refermer, c'est différent. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment une pensée émue pour Philippe, qui me manque beaucoup. C'est moi, quand j'étais petite, et mes parents ont essayé de m'abandonner dans une station essence en Espagne, sans chaussures. Donc je suis Isabelle Monville, j'ai été conçue en France, mais je suis née au Portugal en 1972. C'est écrit, hein, je vous laisse faire le calcul, parce que... j'ai 3 enfants, ils sont grands, bruns, par l'âge, pas par la taille. J'espère qu'ils ne regardent pas, parce qu'ils vont se vexer sinon. Et je dis ça parce qu'en fait, ils sont tous partis de la maison, et vous savez, quand les enfants quittent la maison, ben souvent on a le syndrome du nid vide. Moi, je ne l'ai pas eu. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est parti, j'ai pris un chat, puis 2, puis 3, puis 4. Et eux, pour le coup, je peux vous les montrer, c'est vraiment mes chats. Je ne sais pas si toi, Jean-Pierre, c'était ton chat hier ? Non ? Voilà, donc ils sont tous là, et oui, ils vous embrassent tous, les enfants, et les chats et les chiens. Dans ma
carrière, parce que maintenant que vous connaissez mon âge, il m'est arrivé d'accompagner des centaines de personnes, d'équipes, et donc du coup j'ai beaucoup appris auprès de ces personnes et auprès de ces équipes. Je vis en France, je travaille en France et je travaille avec des Français, mais j'ai aussi vécu au Portugal et travaillé avec des Portugais. J'ai aussi... C'est juste pour vous expliquer, enfin j'y reviendrai après, hein, c'est pas pour faire genre, je connais plein de langues et je connais plein de gens. Travailler avec des Espagnols et en Espagne, aux États-Unis avec des Américains et en Allemagne. Et alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça m'a permis de puiser, toutes les cultures sont différentes, leurs approches, leur façon de travailler sont différentes, et le fait d'avoir accès à toutes ces cultures, à toutes ces personnes, ça m'a beaucoup, beaucoup enrichi, et j'ai beaucoup appris du coup grâce à toutes ces personnes-là. Sur un plan plus communautaire, on va dire, parce que c'est quelque chose de très important pour nous, d'être aussi impliqués. Donc on avait lancé le premier TEDx Bordeaux et mon job, on ne dirait pas comme ça, mais c'était de coacher les personnes pour la prise de parole en public, mais les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Mais voilà, donc le premier TEDx Bordeaux, le Scrum Wine, quand je vous disais tout à l'heure, Philippe qui nous a ouvert les bras, quand Philippe a pris un poste, qu'il a changé de travail, il nous avait demandé de reprendre un peu ce qui était à l'époque le Scrum Wine, et on a beaucoup fait aussi avec toute l'équipe qui est là encore aujourd'hui, et ceux qui sont en ligne aussi, pour la communauté agile et pour pouvoir vraiment partager, parce que c'est par la pratique et en aidant les autres qu'on apprend à faire. L'Agile Tour Bordeaux aussi, je suis très contente de revenir pour la première, ça faisait longtemps que je ne faisais pas de conférence à Bordeaux, et parce que j'ai aussi fait partie de l'équipe d'organisation d'Agile Bordeaux il y a très longtemps, je crois que c'était 2012, et je crois que... Ouais, c'est ça. Merci. Bastien. Et Coaching Dojo aussi, j'en profite pour faire un petit peu de pub, c'est pareil, l'idée c'est de rassembler des coachs et des non-coachs et pour pouvoir un peu expliquer ce qu'était le coaching. Voilà, ça c'était pour le côté, juste pour me raconter un peu. C'est pas l'exercice dont je suis le plus fan, mais voilà, c'est fait. Il fallait aussi donner un petit peu de contexte et parler aussi un peu d'expérience pour pouvoir dire quelques bêtises après. Je suis championne du monde de procrastination. C'est bon. Jusqu'à ce que j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas de la procrastination, c'était plus pour faire quelque chose, il fallait vraiment que j'arrive à tout proche de la date. Et là, j'avais une montée d'adrénaline incroyable. Et du coup, ça me permet de faire des choses. Donc voilà. Donc si jamais vous avez ça, moi, pendant très longtemps, alors je suis quand même un petit peu... J'en connais un qui pourrait le confirmer, mais voilà. Parfois, c'est aussi on attend cette adrénaline. Il y a un autre truc que j'ai aussi, c'est un syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai rien changé, on en a beaucoup parlé hier, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai vu un peu défiler ma presse. Syndrome de l'imposteur, je pense qu'on est 98% à l'avoir. Voilà. Donc, je l'ai aussi. De temps en temps, j'arrive à le virer, de temps en temps, il revient, mais il fait partie de mon quotidien. Et finalement, cet imposteur, du coup, il m'aide un peu à me dépasser. Et c'est ça aussi la force du truc. Donc voilà, je voulais juste vous partager parce que j'avais plein de syndromes et donc du coup, c'est ce qu'on est, des êtres humains avec des petites choses qui viennent un peu nous titiller. Ensuite, comme j'ai un syndrome de l'imposteur, que j'ai pas toujours eu confiance en moi ou pas toujours confiance en moi, du coup je me suis dit mais mince, il y a tous ces gens brillants qui sont à l'Agile Tour, ils ont écrit des bouquins et vraiment je trouve ça super. Et moi je me suis dit mais moi j'ai pas écrit de bouquin par rapport aux autres, je fais un peu donc du coup j'ai mon syndrome de l'imposteur qui arrive, qui me dit oh t'es pas légitime pour venir faire une con, sérieux. Et du coup là je voulais vous annoncer que j'ai commencé à écrire mon bouquin. Merci. Attendez, parce que par contre il sort d'ici je pense une dizaine d'années parce que je procrastine et j'ai aussi, par contre j'ai la couve et le titre. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce truc-là, de voir dans 10 ans, j'espère. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis obligée de mettre mes lunettes. Je sais qu'on m'a dit que c'est pas très bien, mais 72. J'ai besoin de lunettes. Alors, il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne.
Et un jour, il y a eu une grande transformation dans une entreprise qu'il fallait faire. Et alors on demanda à tout le monde de le faire. Tout le monde pensait que quelqu'un le ferait. Chacun aurait pu le faire, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensait que chacun pouvait le faire, et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. Au final, tout le monde fit des reproches à chacun, parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Ça va ? Ok, je continue. La morale, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit faire sans attendre que quelqu'un le fasse à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, on ne trouve souvent personne. La conclusion est, je vais le partager avec tout le monde afin que chacun puisse l'envoyer à quelqu'un sans oublier personne. Alors pourquoi j'ai... Auteur inconnu. Je pensais que c'était du De Vos, et en fait, non, j'ai cherché, c'est auteur inconnu. On n'a qu'à dire que c'est moi. Ça va m'aider un peu sur le syndrome de l'imposteur. Ok, donc du coup, c'est un peu ce qui se passe quand il y a des transformations. C'est-à-dire qu'on a plein de choses, et puis on s'imagine que tout le monde va jouer un rôle dans cette transformation. Et on compte sur quelqu'un qui va faire, etc., etc. Du coup, en parlant de transformation, si on cherche à transformer, c'est parce qu'on veut améliorer quelque chose, on veut alléger des processus, on veut un changement, pas vrai ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, bon, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de personnes qui sont un peu expertes sur le sujet, parce que nous, on a envie d'une transformation, on a envie d'un changement, mais on ne sait pas comment faire, puisque on a toujours fait comme ça ici. Donc du coup, on va appeler des personnes qui sont vraiment hyper compétentes dans leur domaine. On va appeler super coach agile et moi, par exemple. J'ai pas réussi à faire la super coach agile. Et puis, on va appeler quelqu'un d'autre aussi qui vraiment s'incruste beaucoup, beaucoup dans les transformations agiles. C'est lui. Alors lui, je pourrais faire une conf entière. Très bien, l'outil. Ce qui est embêtant, c'est quand l'outil passe avant les personnes et leurs interactions. Et pour moi, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver avec cet outil. Et puis, pas que. Donc, on a besoin de coach agile, on a besoin d'outils comme celui-ci. Et puis, on va appeler aussi d'autres personnes, des consultants qui sont vraiment doués dans leur domaine, qui ont l'habitude de mener à bien des transformations. Et puis, on va leur demander de nous aider à transformer. Et du coup, ce qui va se passer, et c'est là où je dis, prenez ça au 2e, 3e degré, c'est dans le cas où ça ne se passe pas très bien, d'accord ? Parce que je l'ai vu aussi beaucoup. Du coup, ils vont arriver et ils vont nous dire « Tadam ! Voilà ce qu'il vous faut ». Et donc, ils vont vous vendre plein de choses dont on n'a pas forcément besoin. Et puis, comme on ne maîtrise pas forcément la transformation, le change management, on ne sait pas comment faire, donc du coup, on va croire à tout ça. Et alors, moi, je trouve que pour certains, et je fais partie de ces consultants, en tout cas, je l'ai été, alors, pas ce que je vais montrer après, mais ce sont des poètes. Je trouve que ce sont des poètes, ils vous vendent du 3 stars Michelin pour une façon de dire, voilà, on va manger des chips et puis un petit peu de rosette ou de saucisson sec, mais non, pas du tout. Et puis alors après, il y a des choses, voilà, on va aller du point A au point B, c'est simple. On va du point A au point B. Mais eux, ils ont une façon de vous dire les choses. Je vous laisse le temps de lire. Je vous laisse le temps de lire. Est-ce qu'au fond, vous arrivez à lire c'est bon ? Oui. Donc la chute, c'est bien qu'elle sera déchirée, elle va trébucher sur le bâton, sur l'allumette, elle se cogner la tête sur le caillou et mourir. Alors qu'en fait, on prend juste une tapette à mouche et ça va, quoi. Voilà. Mais c'est cette façon de dire, tiens, on fait comme ça, et du coup, comme on ne sait pas forcément, on va vraiment investir dans tout ce matos pour en venir à bout. Et puis alors, il y a un autre truc aussi qui m'est arrivé, et j'imagine que vous aussi, quand vous discutez avec des personnes, parce que quand on accompagne les personnes et qu'on arrive sur une transformation, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont là. Il y a des personnes qui sont vraiment très compétentes, et puis il y a des personnes qui sont un peu moins compétentes. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce mot que je vais galérer de ouf à dire, l'ultra-crépidarianisme.
Vous connaissez ce mot? Pour ce week-end. C'est un comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences. Voilà. Et je vous donne un exemple. On a procédé à un workshop, une transfo. Voilà, on commençait par un workshop. Et là, donc j'avais commencé à faire ma presse. Voilà, on travaillait tous ensemble pour présenter ça aux clients. Et puis, je reçois un petit message qui me demande un petit moment pour qu'on parle, bien sûr. Et elle me dit, écoute, j'ai vu ton truc, là. Je ne suis pas très alignée, je ne suis pas sûre que les gens comprennent. Donc, du coup, je l'ai changé et je t'ai écrit une nouvelle version. Je voudrais que tu changes. Et je lui dis, oui, bien sûr. C'était le manifeste agile. Pardon. Je vous jure, c'est vrai. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on va... Enfin, on était deux coachs à travailler. Je dis, mais comment on va lui dire, en fait? On peut pas, en fait. Ah bah si, ah bah non. Je dis, à ce moment-là, rédigez votre propre manifeste, mais on peut pas changer le manifeste agile. Bon, voilà, ce genre de choses. Alors, je partage parce que c'est pas quelqu'un qui était forcément très sympathique et qui nous a facilité la tâche. Et c'est un peu dur de vivre ça comme ça en entreprise. Bref, et donc pour ça, à la fin, on se retrouve, j'en reviens sur la transfo, on retrouve avec des gens, il y a beaucoup de gens pour critiquer, il y a beaucoup de gens pour donner leur avis, et puis quand il s'agit de faire, il y a beaucoup moins de personnes. Et puis ça, c'était ma premier slide auquel j'ai pensé. Alors je ne vais pas inventer, hein, c'est des images qui existent. Et puis l'autre jour, en surfant, j'en ai trouvé une autre. Et je me suis dit, bon, elle est aussi très bien celle-ci, parce qu'il y a les gens qui critiquent, mais il y a aussi les gens qui gossipent, qui disent pla, qui ont du pia-pia. Des gens qui ne sont pas très engagés, et puis le soutien aussi, il n'est pas là, et l'aide. Alors le gossip, je l'ai bien aimé parce que pareil, il y a des personnes qui passent plus de temps à faire du gossip que finalement à faire avancer les choses. Et pour exemple, c'est quelque chose que j'aime pas. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé. On est en réunion, on utilise Teams parce que c'est l'outil du client, et donc il y a des choses qui se passent dans la réunion. Et là, vous commencez à recevoir des messages de quelqu'un qui vous dit mais n'importe quoi, ce qu'elle raconte, ce qu'il dit, et en fait. Moi, je suis plus concentrée, j'ai du mal, et voilà, c'est quelque chose où je suis pas à l'aise, mais la personne ne va pas le dire pendant la réunion à la personne concernée, mais juste voilà. Et puis après, c'est tu sais que machin. Alors ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est hyper nocif lors d'une transformation quand on travaille avec des personnes. On va mettre tout ça de côté, et puis si jamais il m'est arrivé déjà de commencer une mission, comme si tu fais méfie-toi de lui, c'est un... Je ne peux pas le dire parce que c'est filmé, mais bon, je préfère le constater moi plutôt que de me dire ouais, parce que peut-être que la personne elle a un petit problème avec lui, alors que moi, je débarque. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez déjà vécu ce moment où en tout cas, soit vous, soit ça est vraiment arrivé, il y a des moments où on est un peu, lors des réunions. Quand on nous dit qu'est-ce qui se passe par la tête, lâche-toi, voilà, ça peut. Voilà. Est-ce que vous l'avez déjà vécu ça? Ouais, ok. Cool, je me sens moins seule. Et puis du coup, j'ai trouvé une citation de Kafka qui était vraiment, vraiment chouette, et moi, ça a vraiment révélé beaucoup de choses chez moi. J'ai eu honte quand j'ai réalisé que la vie est un bal masqué et que j'y avais assisté jusqu'ici avec mon vrai visage. Ça a été vraiment pour moi quelque chose qui m'a, pas débloqué, mais en tout cas qui m'a beaucoup aidé à me dire, mais oui, bien sûr, on a le visage on n'est pas toujours nous-mêmes. Et il ne s'agit pas de dire, venez comme vous êtes, soyez vous-même. Il y a des gens, on n'a pas envie qu'ils soient vraiment comme ils sont d'habitude. Mais c'est juste de dire que voilà, c'est vrai qu'on a ce masque de notre travail, etc., etc. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça assez puissant. Après, j'ai un slide, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne devrais pas le dire, ça. Ah, oui. Alors, du coup, cette transformation qui ne s'est pas très, très bien passée, au début, c'est super. Vous arrivez, vous êtes le super-héros, on vous attendez vous, ça va tout changer, ça va être génial. Et puis alors, au début, vous êtes vraiment chouchou. Moi, je l'ai vécu. D'arriver, dernière coach arrivée, j'étais waouh, dans les petits papiers, tout le monde m'adorait, enfin, surtout la personne qui dirigeait un peu la mission. Donc, au début, hop, téléphone, j'étais Isabelle M, coach. Alors, j'ai mis Isabelle, mais on aurait pu mettre Alexandre, Pierre, voilà. Donc, au début, c'est comme ça. On commence à travailler ensemble, toujours aussi contente de moi, j'ai des idées,
l'énergie, du punch, c'est Isa. Voilà, on se rapproche un peu plus. On continue, ça va super bien. Là, c'est mon Isa. C'est ma Isa à moi. Elle est géniale, on fait des trucs super et tout. Et on continue, on continue. Puis, parfois, on voit qu'il y a des vérités qui ne sont pas super agréables à dire ou à entendre. Et donc, du coup, là, peut-être que là, ça devient ma chérie, ma chérie, ma chérie, écoute. Ça va pas du tout. Vous avez la suite. Hein. Donc, voilà, c'est pas ma chérie, voilà. Après, c'est Isabelle. Il n'y a plus de Isa, machin, c'est fini. Après, un numéro de téléphone. Après, on est presque au bout de la fin de la relation. C'est le boulet. Et le dernier. Voilà, ça marche aussi pour les relations amoureuses. Voilà, donc du coup, je voulais juste mettre un peu le point sur ce qu'était une transformation et combien on peut un peu galérer en fonction des contextes, en fonction de la politique, des agendas de chacun, etc. Et c'est un peu difficile de bien faire, en tout cas comme on le souhaiterait. Du coup, je vais vous parler d'une transformation, en tout cas de ce modèle que j'ai utilisé, qui s'appelle le modèle Lippitt-Knoster. Je vais vous raconter un peu comment ça se passe. Est-ce que vous connaissez ce modèle ou est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Alors je dis super parce que si tout le monde lève la main, je suis en galère, mais c'est chouette. Je devais rester dans le cadre. Donc en fait, on nous dit que pour mener à bien une transformation complexe, on doit pouvoir avoir toutes ces conditions. C'est-à-dire qu'on doit avoir une vision, parce que la vision, c'est le pourquoi, c'est la direction. Donc c'est important, il est important qu'on sache la vision et surtout qu'elle soit connue de toute l'entreprise, toute l'organisation. Il nous faut un consensus. Alors le consensus, c'est l'adhésion. On est d'accord, on est aligné, voilà, tout le monde s'est exprimé, on a un consensus. Il nous faut des compétences. Pour réussir à mener à bien cette transformation, on a besoin de compétences. On a besoin de motivation. Parce qu'en fait, quand vous arrivez et puis vous dites on va tout changer, les personnes, elles sont un peu inquiètes forcément. Et donc du coup, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Pourquoi je ferais cette transformation? Pourquoi je changerais? Pourquoi je vais challenger mon travail, mon quotidien, etc. Donc on explique, etc. Et on travaille tous ensemble. Il faut des ressources. Alors j'aime beaucoup parce que quand on parle ici de ressources, c'est pour ça que je l'ai laissé en anglais. Il ne s'agit pas de personnes. On parle bien de ressources. Donc du coup, ça va être le temps, c'est une ressource, ça peut être du matériel, ça peut être des outils, etc., etc. Donc ça, il faut l'avoir aussi. Il nous faut un plan d'action, qu'on mette vraiment des étapes, qu'on puisse suivre et que tout le monde puisse suivre et on arrive à une transformation succès. Alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de vision? Mais on a tout le reste, le consensus, les compétences, la motivation, les ressources et le plan d'action. Et on a de la confusion, parce qu'en fait, on fait des choses, mais on ne sait pas pourquoi. En gros, je vous emmène en voyage, ça va être trop bien, mais je ne vous dis pas où. Je ne vous dis pas quand est-ce qu'on arrive, ou, parce que je ne sais pas où je vais, en fait. Et donc, du coup, c'est important d'avoir cette direction. Et là, si on ne l'a pas, on est dans la confusion. On fait des choses, on va vraiment dépenser beaucoup d'énergie, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Si on a la vision, mais on n'a pas le consensus, je ne vous ferai pas tous les trucs parce que, vous le voyez, on va avoir du sabotage. Parce que moi, je n'ai jamais dit que j'étais d'accord. Donc du coup, je vais un peu saboter. Alors parfois, on va dire volontairement, parfois pas, parce que ça peut être aussi, mais moi finalement on m'a pas vraiment demandé mon avis, alors que si, c'est juste que tu n'as pas voulu le donner, exemple. Et donc du coup, sabotage. Si on n'a pas les compétences, on va avoir de l'anxiété, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas les compétences pour le faire. Et donc, du coup, anxiété. Si on n'a pas les incentives, donc la motivation, avoir de la résistance, parce que je vais freiner, moi, je vais résister pour que ça ne se passe pas comme ça, parce que je ne sais pas ce qu'il y a pour moi là-dedans, je n'y vais pas. Et si on n'a pas les ressources, on va avoir de la frustration, c'est-à-dire qu'on est motivé, on a envie, on est ensemble, on a une vision, etc. Mais si on n'a pas les ressources pour se faire, c'est frustrant. Si on a le voyage, on a la destination, on est tous ensemble, on a tout préparé, mais qu'on n'a pas la voiture ou je ne sais quoi, frustration. Et enfin, si on a tout sauf le plan d'action, on est sur vous savez, le tapis de marche d'appartement.
Voilà, vous êtes en train de faire du surplace parce qu'on n'a pas le plan d'action. Ça va de tous les côtés, mais finalement, on n'avance pas ensemble. Donc ça, c'est important. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup utilisé dans les transformations. C'est vraiment beaucoup plus facile quand vous partez d'une feuille blanche que lorsque vous arrivez, par exemple, dans une transfo qui a déjà démarré. C'est un peu plus difficile de mettre ça en place, mais on essaye quand même. Donc du coup, il faut aussi défendre ce truc-là et discuter, par exemple, s'il y a d'autres équipes de coach, de dire ce truc-là est pas mal, peut-être qu'on veut checker si on a tout ça. Si on n'a pas la vision, on va la chercher. On va voir les gens qui vont pouvoir la partager, cette vision. Voilà, donc ça c'est pour ce modèle-là qui est vraiment très très bien et que j'aime beaucoup. Et que du coup maintenant vous connaissez aussi, et vous allez pouvoir utiliser si vous avez envie de mener à bien une transformation complexe. Et là, j'avais envie de vous parler d'une histoire, et qui est une histoire vraie pour le coup, il n'y a pas de fiction, c'est vraiment vrai, qui est une histoire de succès, c'est-à-dire une transformation qui a réellement fonctionné, et je vais vous raconter un peu ce qu'on a mis en place pour y parvenir. La première chose, c'est que je suis très fière parce que c'est une entreprise qui est locale, c'est-à-dire que je les ai accompagnés. C'est une entreprise de Bordeaux, et du coup, ça ne veut pas dire que j'aime pas aller travailler ailleurs, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'était encore un petit plus pour moi de pouvoir accompagner cette entreprise. Du coup, cette entreprise, il y avait bien la vision. J'ai beaucoup travaillé avec le PDG et DG de l'époque pour vraiment réussir à accoucher de cette vision. Il y avait à peu près 70 personnes dans l'entreprise. Alors oui, c'était plus facile quand il y a 70 personnes. Rien ne nous empêche de prendre, par exemple, un département et de le faire par département. On a travaillé beaucoup sur les valeurs et l'ADN de l'entreprise. C'est une entreprise qui datait des années 70, qui était cotée en bourse et très innovante dans son domaine. On avait bien dû créer les motivations. Les ressources étaient bien là, les ressources temps, outillage, etc. On a fait beaucoup de formations parce que pour emmener les gens, il faut les former. Et quand je dis former, en fait, moi, c'était très simple. On organisait des sessions, c'était des workshops qui duraient à peu près une demi-journée. J'ai travaillé avec une super personne là-bas qui m'aidait à faire les plannings, etc. Et du coup, ces personnes, elles venaient passer donc du temps, alors une demi-journée, pour justement que tout le monde ait la même connaissance et le même niveau. On a travaillé sur la CNV, on a travaillé sur le responsibility process, pour que tout le monde ait vraiment la même information et pratiquement au même moment. L'adhésion, évidemment, et puis le plan d'action et la confiance. Alors, il y a un truc important, sur les 70 personnes, la première chose que j'ai demandé en arrivant, c'est de rencontrer ces 70 personnes. C'est-à-dire que j'ai fait des one-on-one avec chaque personne de toute l'entreprise. Je ne me suis pas contentée de juste aller questionner ou interviewer les managers. J'ai demandé à voir tout le monde. Il y avait donc il y avait des bureaux, il y avait aussi une partie usine, il y avait des magasiniers, il y avait la personne qui s'occupait des palettes, enfin voilà. Et j'ai voulu interviewer tout le monde et j'ai toujours posé les mêmes questions. Une chose importante aussi, lorsque je démarrais ces entretiens, bien entendu, je les rassurais en leur disant ces entretiens resteront entre nous, c'est-à-dire la personne et moi. Je ne l'ai pas partagé, et ça, je l'ai vendu aussi au PDG en disant « Je ne te dirai jamais ce que les gens m'ont dit ». Parce qu'évidemment, il était très tenté de me dire « Mais qui a dit ça ?» Parce que je lui partageais, moi, les résultats, et je n'ai pas caché. Il y a des personnes, c'était super, et il y a des personnes qui étaient vraiment très en colère dans cette entreprise. Et donc, du coup, j'ai été honnête et transparente. Ça me paraît très important d'être honnête et transparent. Donc voilà, donc 3 questions qui étaient toujours, enfin, toutes les mêmes. Et j'ai des personnes qui me disaient je ne sais pas quoi te dire, moi, on m'a jamais demandé, parce que ouais, ils n'ont jamais eu un consultant ou une coach qui s'est intéressé à leur travail. Donc du coup, voilà, ça c'est important. Et évidemment, c'est pour les embarquer, mais pas par manipulation, mais bien parce qu'on veut tout le monde. C'est un ensemble, et c'est tout l'ensemble qu'on doit emmener avec nous. Alors, un truc super important, c'était la transparence. Il fallait être transparent, et ça c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé aussi avec les fondateurs. C'était 2 personnes, parce que ça n'était pas tant que ça.
Donc il fallait vraiment qu'on se dise, voilà, les choses, elles doivent se savoir, on doit les dire, les informations, ça se partage, et c'est vraiment le socle, la transparence. Après vient la confiance, etc. Mais le socle, c'est vraiment la transparence. Donc, c'est un engagement. Hein. Ensuite, on a dit les problèmes, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent dans les entreprises, en tout cas de ce que moi j'ai vu, après, je vous laisse réfléchir à ça, mais on n'en parle pas. On ne dit pas qu'il y a des problèmes. Parce que d'abord, c'est nos problèmes. Et puis, si on le dit aux autres, on ne veut pas que ça se sache, etc. Ou bien, il y avait des problèmes, comme l'éléphant au milieu de la pièce, et tout le monde l'ignorait vraiment, alors que le truc est au milieu de la pièce. Donc, ça aussi, c'est très important de parler des problèmes, les rendre visibles, autant que le travail, et pas les foutre sous le tapis. Au bout d'un moment, on a... je crois qu'on parlait de ne pas mettre les pitons sous le tapis, c'est un peu ça. La peur. J'aime beaucoup celle-là. La peur. Il y a beaucoup de peur. Alors, il y a plein de peurs. La peur de réussir, la peur de l'échec, la peur d'être découvert parce qu'on n'est pas à la hauteur, la peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc. La peur de dire. Il y avait vraiment, pour le coup, un problème sur exprimer. C'était pas très très bien compris, et donc du coup les gens gardaient beaucoup pour eux parce qu'ils avaient peur. Forcément, si on n'ose pas dire les choses, c'est parce qu'on a peur des conséquences. Donc du coup, on a travaillé aussi là-dessus, et j'ai beaucoup travaillé avec les leaders. Beaucoup. Je l'expliquerai un peu plus tard, mais voilà. Tout ça, c'est des choses que moi j'ai travaillé avec eux, et vraiment ça a très très bien fonctionné. La confiance, évidemment. Une fois qu'on a la transparence, on peut travailler ensuite sur d'autres valeurs. Ils en avaient, ils en ont changé aussi, ils en ont rajouté, etc. Mais la confiance. Et quand on parle de confiance, c'est j'ai confiance en moi, mais j'ai aussi confiance en toi. Et pas juste confiance que tu ne vas pas me trahir, mais j'ai confiance en toi parce que si tu me dis que tu vas faire ce truc-là, je sais que tu vas le faire. J'ai pas besoin de m'inquiéter, j'ai confiance en toi. C'est pas que je vais pas me planter un couteau dans le dos, c'est aussi, si tu dis que tu vas faire, j'ai confiance, et idem pour moi. Je suis aussi responsable de mon travail. L'ambition, parce qu'en fait, pour y arriver, il faut de l'ambition. Alors c'est un petit peu d'ego et beaucoup d'humilité. J'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps avec une personne qui me disait que... Alors, il y a ce bouquin qui existe qui s'appelle « Ego is the enemy ». Vous le connaissez ? Ça vous parle ? Bon, il y a ce bouquin-là où il dit l'ego, c'est ce qui un peu fait que les gens, ils vont un peu il y a beaucoup de conflits à cause de l'ego. De ne pas en avoir, c'est pas une bonne idée non plus. Parce que c'est aussi la valeur qu'on se donne, etc. Alors, de trop en avoir, c'est horrible. Donc, du coup, il faut essayer d'avoir un juste minimum. Moi, j'aime bien l'idée du ni paillasson, ni hérisson. Voilà, c'est juste milieu. Et beaucoup d'humilité, parce que c'est aussi important d'être humble avec les autres. Mais on a le droit aussi de se féliciter de temps en temps. Attention. Ensuite, les moyens. C'est bon, tout le monde. C'est important de se donner les moyens. Et par moyens, évidemment, on parle de moyens, encore une fois, de ressources, des moyens voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure, de la formation. Je mets mes lunettes parce que je crois que j'ai écrit un truc sur mon 72. Hein. Voilà, les ressources, outils et méthodes. Et oui, par exemple, ici, au niveau, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on a utilisé Scrum, communication non violente, etc., etc. Alors, ce n'était pas une transformation agile, c'était une transformation. Et la demande du PDG et du DG était de dire, on va bientôt partir à la retraite, on veut laisser une entreprise qui soit une entreprise libérée. Je lui dis, libérée de quoi ? Tout le monde disait, mais d'eux. Et il y avait un peu, et donc voilà, on a envie qu'on laisse quelque chose de renouveau parce que nous sommes des dinosaures. Et cette boîte, elle est belle et on a envie qu'elle se transforme, et donc il faut la réveiller, mais il y a des conditions pour ce faire. Donc il fallait des moyens, et vraiment ils ont été. J'ai vraiment beaucoup travaillé avec eux, et ils ont été ok pour se donner les moyens, pour nous donner les moyens, et ils se donnent les moyens aussi, parce que c'est un peu secoué. Et ce que nous avons testé, quand on a commencé à travailler avec les équipes, d'abord, si ça ne va pas de ce côté-là, on essaye autre chose.
C'est pas, ça vous est déjà arrivé d'avoir des équipes où vous vous rendez compte qu'ils font le truc, on sait que ça va pas marcher, et quand vous leur dites mais pourquoi vous le faites, parce qu'on l'a décidé. Et il faut assumer cette décision. On ne va pas changer d'avis en cours de route. Alors qu'en fait, on sait qu'on ne va pas forcément y arriver. Donc ça, c'était super bien intégré de dire, on va tester des petites choses, on va voir des résultats, et puis après, on voit ce qu'on en fait. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par améliorer les espaces de travail. Ils ont refait leur déco, ils ont bougé leur bureau, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient très proches de tel département ou équipe, mais qu'ils étaient hyper loin physiquement. Donc, hop, ils ont réaménagé tout ça. Ils ont transformé une énorme salle de réunion. Ils n'ont pas mis de baby-foot ou de... Ils auraient pu. Mais ils ont transformé une énorme salle de réunion. En fait, moi, ça m'avait choqué. Il n'y avait pas d'espace un peu chill. Enfin, il n'y avait rien où on pouvait se poser, discuter. Donc du coup, ils ont été OK pour sacrifier une grande belle salle de réunion pour qu'ils puissent s'aménager. Donc ils ont choisi leur mobilier, ils se le sont approprié. Du coup, tous les pots, les célébrations, etc., c'était là et c'était vraiment très sympa. Des petits pas mènent à de grands progrès, c'est-à-dire que quand on dit qu'il ne faut pas viser trop haut, on peut regarder très haut et après dire dans notre plan d'action, on va y aller petit pas par petit pas. Mince, pardon, je reviens. Petits objectifs pour atteindre les objectifs les plus importants. Donc ça ressemble un peu aux petits pas. Je crois que c'est Rémi hier qui montait les escaliers, c'est-à-dire que pour arriver tout en haut, vous n'y arrivez pas d'un coup. Il faut y aller vraiment marche par marche. Donc c'est exactement ça. Préférer les petites améliorations. Penser en termes de progrès pour l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire que j'améliore pas seulement mon service ou en tout cas ma façon de travailler ou celle de mon équipe. Je pense aussi aux bienfaits et je pense ça de façon plus globale pour toute l'organisation. La réussite individuelle, elle repose sur le soutien des autres. Ne pas imposer, proposer, mais plutôt essayer, tester et analyser. Mais celle-là, la réussite individuelle repose sur le soutien des autres, c'est hyper important, parce que la parole s'est libérée, et donc du coup, on a vraiment pu demander aux personnes, et les personnes demandaient de l'aide, etc., sans avoir peur de passer pour quelqu'un, enfin, bête, voilà. Au niveau de la communication, on a travaillé aussi sur la communication. Alors ça rejoint un peu le feedback. Ne dévalorisez jamais, mais valorisez souvent. Écoutez et répondez avec empathie. Donc pareil, on a travaillé là-dessus, sans que ce soit bisounours. C'est pas que bisounours, mais vraiment, on a appris, ils ont appris, on a appris, parce que j'ai beaucoup appris avec eux aussi. Et demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt une façon d'impliquer les autres aussi, et c'est exprimer ses besoins. Voilà, ça c'est pour la communication. Il y a eu des grains de sable. Parce que y a le plan et puis il y a la vie, quoi. Voilà. Donc les grains de sable, le YET est très important. Je crois qu'il y a une personne hier qui parlait de growth mindset. Et parce on dit l'agilité, on a un growth mindset. L'autre c'est le fixed mindset. Et c'est quoi la différence? C'est le YET. Alors le YET, ça veut dire encore. En anglais, et c'est Carol Dweck, si vous voulez, elle a fait un TEDx qui est vraiment très très bien là-dessus. En fait, elle a un peu regardé ce qui faisait que certains avaient un mindset figé ou d'autres qui étaient plutôt sur le growth mindset, qui va plutôt grandir. Et du coup, c'est le YET. Les gens qui ont un mindset qui est figé, ils vont dire je sais pas faire ça. Je sais pas. Les gens qui ont un growth mindset, ils vont être je ne sais pas le faire encore. Aujourd'hui, là maintenant, je sais pas le faire. Encore. Donc le YET, et donc son talk, c'est au sujet du pouvoir du YET. Ça, je dis que la batterie, elle est faible. Je crois. Ça va, je vous ai pas... parce que ça vous intéresse? En même temps, si vous me dites non, j'ai les noms. Good? Mince plus. Ah, j'étais contente parce que j'avais pas de problème technique. Not yet. Merci. Hop. Yes. Donc du coup, quand il y avait des grains de sable, on allait remonter, on regardait un peu toute la chaîne de valeur, parce que c'est
pas forcément à un symptôme, il ne faut pas s'arrêter au symptôme, mais plutôt regarder, avoir vraiment une vue d'ensemble encore de où est-ce que ça déconne et comment on peut améliorer, rechercher des solutions et des idées qu'on peut mettre en place. Il ne s'agit pas d'avoir des rêves ou que ce soit des trucs un peu utopiques, c'est vraiment dire ensemble, trouvons ce qui peut fonctionner, appliquer ces solutions et ces idées, et puis du coup vérifier, valider si ça fonctionne, etc. etc. Donc en gros, c'est un peu l'amélioration continue qu'on a mis en place. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment l'habitude de faire, puisque chacun était dans son coin, il n'y avait pas tellement de partage. Ça ne veut pas dire que c'était une guerre froide, pas du tout, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça. Donc c'est des choses qu'on a mis en place. Au niveau de la croissance, donc pour la croissance des personnes, je ne parle pas de la croissance de l'entreprise, même si elle est très très bien, on a travaillé sur des choses comme ça. Alors, je n'ai pas voulu utiliser le terme de feedback, parce qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que le feedback, il est assez galvaudé. Je te fais un feedback, tu veux un feedback. Ce qui est extraordinaire dans le feedback, moi je l'ai réalisé beaucoup plus tard, c'est que feedback, c'est nourrir en retour. C'est super, quoi, c'est feedback. Et du coup, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est de dire, voilà, on va dire de façon précise ce qui a bien été fait et on va expliquer pourquoi. Parce que si vous faites un petit retour qui dit, c'est super, merci, moi j'ai besoin de savoir pourquoi, c'est super, parce que du coup ça va un peu muscler ce truc-là, et donc du coup je vais pouvoir un peu le développer encore plus, parce que c'est quelque chose que je maîtrise par exemple, et donc du coup expliquer pourquoi. Et c'est pareil évidemment, si c'est pas le cas, c'est pas super, on va peut-être suggérer un moyen, une aide à la personne. Trouver les bonnes personnes. Vous l'avez ? Alors pour les gens qui sont un peu loin, c'est quelqu'un qui a mis une étoile au Silence des agneaux parce qu'il a dit « pas un seul agneau » dans le film. Demandez un feedback, demandez un retour, demandez à une personne qui va vraiment vous le donner et qui reconnaît votre valeur ou qui vous reconnaît en tant que personne, et demandez pas votre valeur à quelqu'un qui ne sait pas mesurer en fait. Donc surtout ça, c'est aussi important de bien identifier la personne à qui vous allez demander. Ensemble, toute l'entreprise, ensemble. Ils ont chacun rédigé, alors on l'appelle le team agreement, on appelle les accords d'équipe, la charte d'équipe, etc. Vraiment, ils l'ont écrit. Donc ça vous parle, j'imagine, parce que c'est quelque chose qu'on fait. Ça aide beaucoup un peu à comprendre ce qui est OK, non OK dans une équipe. Ça aide aussi quand vous avez une personne qui arrive, un nouvel arrivant dans l'équipe, d'avoir ces accords d'équipe, c'est vachement bien parce qu'on a un peu les valeurs de l'équipe, ce qui est OK, non OK. Tu peux pousser, hein? Les objectifs étaient clairs et connus de tous. C'était vraiment accessible et régulièrement, il y avait un petit rappel sur les objectifs. Pareil pour les rôles et responsabilités. Et puis, on osait demander si on ne comprenait pas quelque chose. On parlait hier de sécurité psychologique. Pour faire simple, et vraiment très très simple, la sécurité psychologique, c'est quand vous avez la possibilité et la capacité de pouvoir vous exprimer sans avoir peur d'être jugé, d'être moqué ou d'être exclu d'une équipe. Ça, c'est important. Et le nombre de fois où moi j'ai gardé des questions parce que je n'osais pas, parce que je me suis dit, mais si jamais il y avait cette histoire de... Je peux dire un tout petit gros mot ? Oui, un tout petit. Oui. C'est de dire, parfois, il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con que plutôt l'ouvrir et laisser aucun doute à ce sujet. Alors, du coup, j'étais toujours un peu genre... Dans les deux cas... Bon. Donc, du coup, beaucoup de fois, j'ai gardé les questions pour moi parce que j'avais peur qu'on... ça plante, quoi. Littéralement. Alors tout ça, ça n'aurait pas été possible sans 70 super-héros. Parce que, pareil, hein, on va chercher à trouver des super-héros. Déjà, nous, on ne se voit pas du tout comme un super-héros, alors que, si, il faut juste trouver la personne qui va vous le faire remarquer. Je dis 70 super-héros, évidemment, c'est un peu... tout rose, ce que je raconte. Il y a eu des résistances, il y a eu du sabotage, il y a des gens qui ne voulaient pas changer. C'est pas 70 personnes qui étaient super contentes, qui ont dit « Oh, c'est génial, j'adore ce que tu fais, allons-y ». Non, il y a des personnes qui ont résisté. Ça fait partie, heureusement, parce que ça fait aussi partie du job. On ne peut pas avoir 100% de gens contents. Sinon, ça s'appelle plus une démocratie. Bon, bref. 70 petits cœurs. Et alors, les petits cœurs orange, c'est parce que pendant cette... Alors, ça a duré, je suis restée avec eux 1 an.
pendant cette période, en fait, il y a des personnes qui se sont vraiment, comment je pourrais dire ça, se transformer. Quand on parle de leadership émergent, et bah, du coup, quand on a créé les conditions, et c'est pas que moi, hein, j'étais pas toute seule, avec ces personnes-là, elles se sont transformées, et on a vu plein de petits, vous savez, des petits pops comme ça de leaders qui arrivaient sur certains points. Après, le lendemain, c'était quelqu'un d'autre. Enfin voilà, et c'était vraiment super de pouvoir assister à ça. Évidemment, sans eux, j'aurais pas réussi non plus. Il faut vraiment discuter avec la personne qui les représente, alors que ce soit, je sais pas moi, ça dépend des sociétés où vous êtes, il y a des CEO, il y a des CTO, ça dépend avec qui vous travaillez, mais il faut vraiment travailler avec eux et les travailler au corps. Parce qu'en fait, s'ils ne donnent pas le go, s'ils ne soutiennent pas une quelconque transformation, on va se planter. On a vraiment besoin de les embarquer avec nous. Et ça a été très dur, surtout pour un des deux. Et hier, Rémi, pardon, hein, je dis, c'était pas du tout prévu que je te demande. Hier, tu as posé une question et tu as dit est-ce que vous pensez qu'on peut transformer un dinosaure? Et on était tous d'accord de dire plutôt non. Et du coup, ça m'a rappelé à ce qu'a écrit du coup, un des leaders sur un réseau social, donc, il a raconté: ce fut un long travail, parfois joyeux, parfois tendu, et votre serviteur s'en est pris plein la gueule, tellement son cerveau dinosaurien était trop petit. Mais nous avons réussi. C'est un message où il me remercie. Alors, je dis pas ça, en gros, c'est que je l'invente pas, quoi. C'est mon syndrome de l'imposteur, ou non, c'est vrai, il a vraiment écrit ça. Et on s'est vraiment engueulé. On s'est engueulé, il y a eu des désaccords, il y a eu. On se comprend, hein. Quand je dis on s'est engueulé, on n'était pas d'accord, ça fritait un peu, mais il finissait par comprendre et dire ok. Ou parfois il me disait attends, je comprends pas, pourquoi tu fais ça? Et du coup, je ne vais pas expliquer tout le temps pourquoi je fais ça, mais fais-moi confiance. Et au fur et à mesure, il a un peu lâché le truc, il venait, il soutenait, il voyait la boîte se transformer. Il y a un truc, c'était une. J'espère qu'il ne me redra pas que je raconte ça, parce que je ne crois pas que j'en ai parlé, mais juste pour ça vous donne un petit détail, mais c'est aussi dans les détails qu'on voit le changement arriver. C'était une entreprise, quand vous arriviez, vous aviez le parking. D'accord? Donc c'était en banlieue bordelaise, vous aviez un grand parking, et le parking devant l'entrée, c'était quoi comme parking? Les places, la direction et visiteurs. D'accord? On a commencé à travailler, ils n'ont plus du tout utilisé la direction. Ils partaient se garer super loin, et ce qui fait que les 4 places devant étaient toujours vides. Il y avait 2 places direction, 2 places visiteurs. Et moi, quand je venais, il disait mais tu peux te garer là? Je dis non. Moi, je me garais pas devant, je viens pas visiter. Je viens vraiment pour travailler. Et donc du coup, c'est rien, hein, mais on voit le changement. Il y a plus de trucs direction. Et je crois même qu'après, ils ont enlevé la peinture par terre. Il me semble. Voilà, donc c'est ce genre de choses, on voit qu'il y a du progrès, mais encore une fois, travailler vraiment l'inclure. Il faut vraiment qu'il soit inclus, qu'on discute, qu'on dise voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui s'est passé, voilà, etc. Et de lui demander aussi qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu verrais, etc. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette de pouvoir travailler avec lui. Confiance, écoute, soutien, culture. Dans la culture, il y a les valeurs. Donc, les valeurs. Hier, il y avait quelque chose de très beau aussi. On a dit les valeurs, c'est pas juste un slogan. C'est vrai, hein? Si je vous dis, par exemple, intégrité, excellence, confiance, communication, c'est joli, non? C'est une valeur bien, non? Confiance, intégrité, excellence, communication. C'est bien. Oh, je vous ai perdu. C'était les valeurs d'Enron. C'est ce qui était affiché partout sur leur mur. Alors Enron, pour ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, c'est une des plus gros scandales financiers aux États-Unis, des milliards et des milliards de dollars. Donc voilà, donc Enron sur leur bureau, dans leur bureau, etc. C'était excellence, confiance, etc., etc. Donc les valeurs, il faut les incarner. Si on parle de respect, qu'est-ce qu'on met derrière respect? On peut mettre plein de trucs derrière respect. Donc vraiment travailler sur respecter les personnes. Et quand on parlait de personnes, c'était toutes les personnes. C'est pas que au premier cercle, au deuxième cercle, au troisième cercle. Il y a aussi les personnes qui viennent nettoyer votre bureau. Le respect, il est vraiment à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est sur
tout, parce que vous devenez... Alors, je galère à traduire, et c'est pas pour me la raconter, mais quand vous dites product owner, vous dites pas product propriétaire, si? Si on traduit, c'est ça. Bah, du coup, c'est devenir honneur de ses valeurs. Vous êtes honneur de votre équipe, vous êtes honneur de votre organisation. Quand vous faites un truc, c'est pour vous. N'oubliez pas que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lui demandez quoi? Comment il s'appelle? Éventuellement, on se présente. C'est quoi le deuxième truc que vous voulez savoir au sujet de la personne? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Donc en fait, finalement, on est vraiment défini par qui on est. Mais quand on rencontre quelqu'un, bah, qu'est-ce qu'on fait comme travail? Et donc du coup, c'est vraiment de se dire... Bah, je vois le travail comme, moi, une façon aussi de m'épanouir et de trouver du plaisir dans le travail. Et donc, du coup, c'est voilà, ensemble, c'est décidons quelles sont nos valeurs, comment est-ce qu'on les représente dans notre équipe. Et après, bah, y a les valeurs de l'entreprise. Et puis, rien ne vous empêche, enfin, je vous ai montré tout à l'heure, les équipes ont vraiment travaillé sur leur charte et leur accord d'équipe. Tout ça, c'est posé sur le mindset qui est hyper important. Il faut vraiment avoir le bon état d'esprit. Vous connaissez Sky is the limit. Ben là, c'est mindset is the limit. Il faut vraiment travailler sur le mindset. C'est vraiment cette approche, cette philosophie. Mais quand on parle de mindset agile, on est vraiment dedans. Hein. C'est de se dire, OK, ben, qu'est-ce que ce problème a de formidable et comment on peut travailler ensemble à le résoudre? Ou bien, j'en sais rien, enfin, j'imagine que vous avez plein d'exemples dans la tête quand on parle de mindset. C'est vraiment, c'est comment j'appréhende, comment je regarde ce problème ou cette situation. Avec quel mindset? Fixe, growth. Et donc, du coup, ce petit truc de yet, moi, il a vraiment changé ma vie. Hein, de je ne sais pas encore. Ça veut dire que je veux apprendre. Donc ça, c'est aussi une gymnastique qu'on met en place avec soi-même et avec le reste de son équipe. Donc voilà, confiance, l'écoute. Soyez de très bons observateurs. Allez vous promener, allez discuter avec les personnes. Vous savez, c'est important, même sur des petites discussions, des petits cafés, des petits... voilà. Et je disais aussi souvent aux fondateurs, va te promener, allez vous promener, allez discuter avec les gens. Et ils ont commencé à descendre un peu de leur bureau et d'aller discuter avec les gens. Ils étaient accessibles, mais ils prenaient pas le... S'ils y allaient, c'est parce qu'ils avaient un objectif. C'était pas forcément juste pour taper la discute. Et ils ont commencé à le faire un peu plus. Et ils ont découvert beaucoup de choses. Le soutien, évidemment. Et puis, encore une fois, ça repose sur le mindset. J'ai presque fini. Hop. Il y a quelque chose... je l'ai mis en français aussi. Mais je trouvais qu'en anglais, il était très sympa. Hop, on n'inspire pas en montrant ses super pouvoirs, mais en révélant ceux des autres. Et je trouve que pour moi, c'est quelque chose... on a tous des super pouvoirs, ils ne demandent qu'à être révélés. Soit on y arrive, soit on aide les autres à trouver leur super pouvoir. Et je finis là-dessus. C'est un exemple. Hein, et c'est quelqu'un à qui j'ai envie de faire un petit clin d'œil parce qu'il m'a aussi beaucoup aidé. Il ne sait pas que je vais parler de lui, donc... c'est Alexandre Boutin. Quand on est parti vivre à l'étranger, autant vous dire que j'ai plus de repères, plus de boulot, plus de relations, plus d'amis, voilà, j'arrivais dans un nouveau continent, je connaissais personne, j'étais un peu paumée. Et Alex me téléphone et me dit voilà, on cherche un coach à Nashville. Et moi, je lui ai dit non. Mon anglais, tout ça, c'est pas. Et il me dit non, t'inquiète, Isa, le type. En plus, c'était vrai. Hein, le Scrum Master, il est, le mec qui va être Scrum Master est français. Ah, cool. Bon, alors, on fait le call en français, tout se passe très très bien. Et là, je commence à faire le truc, et là, je me rends compte qu'en fait, ce qu'il demande, c'est une formation Scrum. Moi, il m'a dit coaching d'équipe. Donc là, je le rappelle et je lui dis, Alex, c'est pas du tout coaching d'équipe, c'est EBI. J'ai tout à fait confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Non. Et je vous jure que c'est vrai. Du coup, là, on était en début décembre, fin novembre, début décembre. La mission, c'était sur 4 jours. Que je prenne l'avion, que j'aille là-bas. Pour moi, je voyageais seule, tout ça. Et 5 semaines où j'ai écouté du Friends en anglais, au début anglais avec sous-titres français, après anglais sous-titres anglais, et après des confs, etc. Et du coup, je suis arrivée, je parlais anglais, pratiquement. Voilà. Mais du coup, je suis vraiment sortie. Et ce type-là, Alex, ce jour-là, quand il m'a dit « j'ai tout à fait confiance en toi », jamais il m'aurait envoyé si j'allais il m'a conseillé. Il a donné mon nom, ça veut dire qu'il est garant. Pas vrai? Si je fais un truc qui est pas bien, on va lui dire Alex, tu nous as envoyé un boulet, quoi. Et en fait, le fait qu'il me dise ça, ça m'a reprogrammé.
Et du coup, je me suis mis dans une condition où je me suis dit, ok, go. Et go pour Alex aussi. Donc voilà. Donc il y a des personnes qui ont ce pouvoir, du coup, de vous montrer vos super pouvoirs. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé un moment. Moi, c'était très bien. Dernière blagounette.